BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui, nous qui étions un temps habitués à le voir dans le vert ces derniers jours. On perd un peu plus de 3%, mais nous sommes toujours au-delà des 50 000 $. Et la vraie question, que faire pour ceux qui n'étaient pas rentrés dans le train, comme on dit? Louis-Alexandre de Froissart, associé et fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine, est là pour vous répondre. Bonjour Amaury. Bonjour Louis-Alexandre. Louis-Alexandre, c'est la grande question du jour. Bitcoin est encore au-delà des 50 000 $, en tout cas pour l'instant. Beaucoup de gens se demandent que faire. C'est-à-dire que faire souvent les gens qui ne sont pas encore rentrés dans ce marché. Louis-Alexandre, est-il encore temps? Alors en fait, on se concentre énormément sur le prix. Or, Bitcoin, c'est tout à fait autre chose qu'un prix, même si je comprends qu'il soit légitime de s'interroger sur les niveaux de prix pour dire est-ce qu'il est trop tard pour rentrer, est-ce que c'est le moment, pas le moment, on devrait retracer par tracer. En fait, moi je ne vais pas vous parler de prix, je vais vous parler de fondamentaux. D'abord, les fondamentaux de Bitcoin n'ont pas changé. C'est toujours la même blockchain qui a toujours les mêmes caractéristiques, même si de plus en plus de gens l'adoptent et maintenant les ETF achètent des bitcoins, les fondamentaux intrinsèques de Bitcoin n'ont absolument pas changé. Petit 1. Petit 2, les fondamentaux économiques. Il ne faut pas oublier que Bitcoin a été créé par rapport à un système bancaire un peu fragilisé et par rapport à une croissance monétaire. On crée de la monnaie, Eh bien ça n'a pas changé. Et si on parle de réduction des taux dans le courant de l'année 2024, ça veut dire que de nouveau l'orthodoxie monétaire des banques centrales va être mise à mal. Donc c'est-à-dire, là aussi on a des fondamentaux qui ne bougent pas. Enfin, on va parler des monnaies numériques de banque centrale, on va en parler tout à l'heure. Eh bien sachez que les pays où on a voulu imposer des monnaies numériques de banque centrale, je parle du Nigeria, ont amené une forte acceptation de Bitcoin. Donc on a, si vous voulez, des fondamentaux qui sont là, qui sont importants. On a une géopolitique qui est encore perturbée. On sait très bien que Bitcoin est un élément de géopolitique. Si tous les États se mettaient contre Bitcoin, ce serait peut-être dangereux. Mais en tout cas, il est loin d'avoir l'unanimité contre lui. Bon, les fondamentaux de Bitcoin, donc, ne changent pas, quel que soit le cours. Donc ça, c'est une première information, Louis-Alexandre. Bon, maintenant, on ne fait pas de conseil en investissement ici, mais pour vous, sur ce niveau-là, à plus de 50 000 $, quelqu'un qui vous dit, voilà, moi j'aimerais acheter du Bitcoin, mais ça me semble trop cher, encore une fois, trop cher, pas assez cher, ça veut un peu rien dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Je vais donner un fait et puis après un conseil. Le fait, c'est que en avril 2022, quand je suis arrivé sur ce plateau pour la première fois, j'ai dit 100 € par semaine sur Bitcoin. Aujourd'hui, on peut faire le résultat des courses. On sait que ce conseil-là, alors que ça a baissé puis remonté, c'est une performance de 95,73% à aujourd'hui pour ceux qui ont suivi cette préconisation. Bon, donc ce qui veut dire que même dans un marché baissier puis haussier, on a fait une très très belle performance. Donc ce qui veut dire que je vais vous dire, achetez régulièrement, sans y réfléchir, du Bitcoin toutes les semaines. Et après, ne vous projetez pas à 1 mois, 6 mois, halving, pas halving, bull run, pas bull run. Si les fondamentaux n'ont pas changé, ça veut dire que vous pouvez vous projeter dans le Bitcoin jusqu'au prochain cycle. Le prochain cycle, ça veut dire 4 ans de plus. Donc, projetez-vous dans Bitcoin sur les 5-6 années qui viennent. Et à ce moment-là, la question du niveau actuel n'est plus une question, surtout si vous achetez régulièrement. Bon. C'est noté, effectivement, le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, donc c'est-à-dire lisser votre point d'entrée pour pouvoir lisser par la suite, dans l'idéal, votre point de sortie. Effectivement, de plus en plus de particuliers détiennent des cryptoactifs. C'est le cas notamment via de récentes études qu'on a eues en France et en Europe. Louis-Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire à ces particuliers qui détiennent des cryptos déjà aujourd'hui ou à ceux qui vont en détenir? Il y a quand même un risque, parce que quand on possède sa propre argent, il faut le sécuriser soi-même. Donc, quel conseil on peut donner à ces gens pour ne pas se faire hacker? Avec une grande liberté naît une grande responsabilité. C'est qu'on est responsable de ses actifs et aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a une recrudescence de sites de phishing, donc des gens qui vont vous hameçonner. Comment cela fonctionne? Alors, 2 exemples. Un premier exemple, vous prenez un site qui vous permet de voir l'ensemble de vos cryptos non Bitcoin, on va dire tout ce qui est environnement Ethereum. Vous vous connectez dessus, ça vous permet de voir votre portefeuille, que votre portefeuille soit sécurisé ou non par un portefeuille, un cold wallet, un portefeuille froid, une clé Ledger, eh bien vous pouvez le voir. Eh bien par exemple, si je prends le site des banques, vous voyez, vous avez un site officiel, vous avez plusieurs sites qui ressemblent beaucoup, qui a exactement le même visuel,
Mais quand vous faites une transaction dessus, eh bien, vous perdez vos cryptos puisqu'ils viennent vous hameçonner. Donc, premièrement, faites attention à l'intitulé du site sur lequel vous allez, quand vous allez par exemple sur crypto, sur BFM Crypto, vous pouvez souvent avoir des vrais liens qui sont des liens qui vous permettent d'aller sur ces sites qui sont vraiment sécurisés, qui sont les bons et pas les autres. Deuxièmement, et ça m'est arrivé dernièrement, je fais des transactions, je trouve que c'est un peu cher et je cherche une autre manière de faire cette transaction un peu moins chère. Et puis je trouve un site, Polygone, quelque chose, qui est effectivement très peu cher. Bon, et puis quand on commence à creuser, on se dit mais tiens, c'est bizarre ce site-là. Avant d'aller faire ma transaction, je vais aller voir sur un net s'il n'y a pas un sujet et hop, je vois tout de suite que c'est un scam. Donc, petit 2, quand vous commencez à avoir des frais de transaction beaucoup plus faibles que la normale, interrogez-vous sur le fait qu'ils sont beaucoup moins chers parce qu'en fait, vous perdez vos cryptos. Donc quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier, quoi. Exactement. Et pour terminer, physiologiquement parlant, à 22h30, 23h, minuit, vous êtes beaucoup moins vigilant qu'en pleine journée. Donc, quand vous commencez à faire des opérations, et notamment des opérations que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites-le à un moment donné où vous êtes bien réveillé. Attention, ne travaillez pas trop la nuit, ça peut être dangereux ou... Voilà, ne faites pas un dîner trop arrosé avant, je ne sais pas. Prudence sur les liens que vous voyez passer ici et là. Louis-Alexandre, bon, maintenant qu'on a des cryptos, maintenant qu'on a réussi à les protéger, si on veut les transmettre, comment ça se passe ? En fait, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. Et on a discuté avec des professionnels, on a discuté sur plusieurs aspects, donc des aspects techniques, juridiques, fiscaux, économiques. Donc, le vrai sujet, c'est que je me rends compte, quand je rencontre un certain nombre de possesseurs de crypto, que très peu ont pensé à la sécurisation et à la transmission de leurs actifs. Et c'est, à mon avis, une question centrale, parce que nous ne sommes pas immortels, aussi brillants que nous sommes autour de cette table. La seule chose que nous savons, c'est qu'a priori, un jour, ça va s'arrêter le plus tard possible. Et donc, je dois commencer à penser à une stratégie. Aujourd'hui, il existe des outils techniques sur la blockchain Bitcoin, des outils techniques sur tout l'environnement Ethereum, des éléments fiscaux que l'on connaît bien. Oui, les cryptos sont soumis aux droits de succession. Je suis désolé de décevoir certains, mais c'est un actif successoral comme un autre. Eh bien, comme pour les autres actifs, mettons en place une stratégie, sachant que dans cette stratégie, il faudra rajouter une couche technique. J'ai parlé de Time Capsule, j'ai parlé de Liana, il y a des solutions Web 2, Web 3, Legapass, Solaltech, il y a tout un tas de solutions, mais le plus important, c'est pas tellement la solution, c'est comment on va l'utiliser, quelle est la stratégie que l'on va faire. Et le droit français, donc les notaires, sont des gens qui vont nous permettre de mettre des mandats posthumes, des mandats de protection future, des testaments. Il faut un peu de technicité pour bien faire tout cela, mais à partir du moment où on a décidé d'une stratégie, aujourd'hui, on a tous les outils pour que cela devienne un jeu d'enfant, véritablement. En tout cas, c'est 18 mois de travail qui trouvent leur réponse aujourd'hui chez nous. Donc c'est possible et vous dites qu'a priori, il faut passer par un notaire, hein, c'est ça ? Un notaire fait partie de la stratégie, ça sur la partie juridique, parce qu'un testament est quelque chose de très utile dans la transmission de crypto, un ou plusieurs testaments, mais c'est qu'une partie de la stratégie. L'important de déterminer une stratégie personnalisée. Votre stratégie, Amaury, ou celle de Valentin, ne sera pas ma stratégie, et donc nous aurons chacun notre stratégie personnelle pour transmettre nos cryptos à ceux qui nous sont proches. Et peut-être qu'un jour, nous aurons de l'euro numérique dans nos portefeuilles. Donc la BCE tente de rassurer, effectivement, en disant que il y aura une somme maximum à ne pas dépasser par citoyen, en disant qu'il n'y aurait pas forcément d'intérêt à détenir cet euro numérique. Louis-Alexandre voulait réagir. Oui, si on fait des calculs rapides, c'est 50 milliards à 200 milliards que l'on pourrait soutirer des fonds propres des banques, des dépôts, puisque si je fais 3000 fois 18 millions de comptes, ça me fait 54 milliards. Mais est-ce que c'est beaucoup, ça, par rapport à... C'est énorme, c'est énorme. Oui, mais par rapport à ce qui a déjà en place aujourd'hui. Oui, en fait, aujourd'hui, chaque fois que je vais supprimer des fonds propres d'une part de la banque, elle doit soit affecter d'autres réserves à ces fonds propres, ça veut dire elle a moins de moyens de financement, et si jamais elle n'a pas assez de moyens, elle doit lever des capitaux pour aller le faire. Donc aujourd'hui, la problématique de fonds propres des banques est vraiment une problématique extrêmement importante, notamment par rapport à un secteur bancaire. Si vous regardez l'indice des banques cotées en bourse, depuis 2008, il est moche. Et les banques françaises encore moins. Donc on a quand même un secteur qui est considéré comme
un peu fragilisé, même s'il paraît en bonne santé, il est quand même un peu fragilisé dans ses ratios. C'est pas le moment d'aller tirer le tapis. Donc je pense qu'il faudra que ça soit fait quelque chose en forte collaboration entre la BCE et les banques commerciales. Louis Alexandre, est-ce que vous avez pu rapidement, sous un timing très serré, voir si vous aviez un top ou un flop à nous proposer cette semaine? Alors, sachant que j'avais une anecdote, donc je peux mettre l'anecdote dans le flop. Mais bien sûr. En fait, mon flop est le suivant. Plus je creuse la problématique de la tokenisation immobilière, plus je me rends compte que ce qui intéresse les gens, c'est le rendement facial. C'est la preuve d'un manque terrible d'éducation financière de nos concitoyens qui se trouvent là en disant « je vais aller chercher du 10% et plus, et il n'y a que ça qui m'intéresse ». Et quitte à ne pas regarder comment se construit la performance. Et donc, j'ai dit, attention, le rendement est une chose, mais il est très important de comprendre comment ce rendement est construit. C'est un peu comme tout à l'heure, finalement, par rapport au potentiel hack, c'est-à-dire quand l'opportunité paraît trop belle, il faut se méfier. En fait, prenons un exemple simple. Si je prends Realty qui propose de l'immobilier américain, il y a 5 ans, on était sur des rendements de 12-13%. Aujourd'hui, ils ont du mal à vendre des résidences qui font du 9,70%. Pourquoi ? Parce que ce que nous dit le rapport White Loop Capital, c'est qu'il y a une tension quand même sur l'habitat aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu cette récession qui arrive, et que simplement, on a une valorisation des actifs. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 13% avec aujourd'hui 11% avec un actif qui risque de se dévaloriser, ou 7, 8, 9 avec un actif qui risque de prendre de la valeur parce que c'est la capacité du gérant. Moi, je pense que c'est très important d'éviter de s'arrêter au rendement facial et d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc le flop, c'est l'éducation financière des Français. Le top, c'est il y a plein d'opportunités à saisir dans la tokenisation. Eh bien, merci pour ce rappel. Effectivement, ne pas oublier, faites vos propres recherches et s'il y a des rendements qui paraissent alléchants, concentrez-vous sur l'actif sous-jacent et comment ces rendements sont construits pour être sûr de ne pas faire de bêtises. C'est la fin de cette émission. Merci Louis-Alexandre de Froissart d'avoir été avec nous, associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Et après, on vous retrouvera aussi. Voilà, avec grand plaisir. Merci messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.